Alors, évidemment, on est obligé de se poser cette question de la migration. Est-ce que l'émigration ne pourrait pas être une solution pour alléger ce poids des villes dont je viens de montrer qu'il était de plus en plus dangereux? Ouais, l'émigration, c'est deux choses. C'est d'abord l'émigration interne. Mais l'émigration interne, traditionnelle, il y a une grande tradition de mobilité en Afrique, elle commence à se heurter partout où il y a des points d'assez forte densité au refus des territoires d'accueil. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette opposition de plus en plus nette dans plusieurs parties de l'Afrique entre autochtones et étrangers. Ça, ce sont des réalités. Et certains, comme Severino, qui pensent que le peuplement de l'Afrique, ça sera la grande révolution, le grand facteur de développement, je pense qu'ils s'égarent un petit peu dans leur optimisme, parce qu'il n'y a pas d'autorégulation, il n'y a pas de lissage de la population, comme si l'espace était quelque chose d'autonome et que s'il y a trop d'hommes ici, il n'y a qu'à les déplacer là où il y en a moins, et on résoudra les problèmes. Ça ne se passe pas comme ça, ni dans l'histoire, ni dans la géographie. Et puis il y a bien entendu l'immigration extra-africaine, qui soulève d'autres problèmes, qui ne sont pas aussi importantes en valeur absolue, mais qui prennent de l'ampleur. Et puis ce qui est important aussi à savoir, c'est que lorsqu'on fait des enquêtes dans les écoles notamment, le désir d'émigrer et de quitter l'Afrique est considérable lorsqu'on interroge les jeunes. Le grand sondage mondial Gallup va dans le même sens. Il toucherait le désir de quitter l'Afrique serait en Afrique subsaharienne plus fort que partout ailleurs, et il toucherait quelques 40% des 15-25 ans. Bon, c'est un sondage, on en pense ce qu'on veut, mais ce désir d'aller ailleurs, bon, on le vit quotidiennement, on l'a vécu et on le vivra encore. Et je suis persuadé qu'une fois la crise syrienne terminée, ce qui se fera, l'essentiel de la pression migratoire viendra d'Afrique subsaharienne. Il faut s'y préparer. Et il y a d'ailleurs, à cet égard, petite parenthèse, une absurde interdiction des statistiques ethniques en France qui fait qu'on n'arrive pas à savoir exactement combien il y a de populations originaires d'Afrique, populations noires, etc. C'est interdit. C'est interdit par la loi, différent de bien d'autres pays. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes d'affabulations, tant celle du CRAN que celle du Front National. Donc il serait bon quand même qu'on ait le courage de dire voilà, il y a tel et tel type de population en France. En tout cas, les proximités continentales font que le problème démographique africain est le problème aussi de l'Europe. Et Jean-Michel Severino et Olivier Rey, là aussi, nous rappellent que le problème, au fond, n'est pas le regret démographique, le regret historique, c'est pas la peine de pleurer sur le passé colonial ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il y a une contiguïté géographique. La Méditerranée est là, mais au-delà de la Méditerranée, c'est l'Euro-Afrique qui est notre réalité et qui est la réalité du continent africain. Au terme de ces différents points de vue rapidement évoqués, on n'a pas le temps d'approfondir, au terme de ces quelques réflexions, j'en arrive à quelques propos de conclusion. La conclusion, au fond, c'est une question, peut-on être optimiste, hein? Peut-on être optimiste? Trois questions qui se posent, hein, que je résume. Hein. L'urbanisation, bon, est-ce que ces villes vont permettre de répondre à l'arrivée annuelle de 10 millions de jeunes sur le marché du travail? L'immigration, hein, est-ce que c'est une porte de sortie ou une impasse? Troisième hypothèse, la guerre. Hein, si le reste ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne reste pas que la guerre? Alors, est-ce que c'est... Alors, je mets des points d'interrogation. Hein. Est-ce que c'est être pessimiste? Bon, voilà une carte bien connue. Hein. C'est le ministère des Affaires étrangères qui publie ça régulièrement. Février 2016, les zones où il ne faut pas aller, les zones où il faut éviter d'aller, les zones où il faut être attentif, etc. Bon, il y a de plus en plus de régions qui se ferment au voyage. Et le tourisme, qui pourrait être une ressource importante pour l'Afrique, est en train de s'écrouler. Hein, et c'est d'une très grande gravité. Alors, optimiste, pas optimiste, il faudrait de toute façon qu'il y ait une diminution drastique de la fécondité, de la même façon que la Chine l'a fait en son temps avec la politique de l'enfant unique. Sinon, l'Afrique s'expose au pire déboire. Or, on est obligé de constater que la révolution contraceptive
tarde à venir. Et quand on dit que d'ici 2050, il y aura plus de jeunes en Afrique qu'en Asie de l'Est, c'est ne rien dire. C'est ne rien dire si les conditions d'emploi et d'employabilité de ces jeunes ne sont pas réunies, ce qui suppose aussi un niveau d'éducation qui est très loin d'être atteint. En tout état de cause, le dividende démographique ne sera qu'un mirage s'il n'y a pas une forte accélération de cette baisse indispensable de la fécondité. C'est là la clé de l'avenir de l'Afrique subsaharienne. Et il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de volonté et de courage politique pour faire prendre conscience des risques d'une démographie incontrôlée. Les responsables africains actuellement renâclent plutôt à s'engager dans le combat démographique comme l'ont fait tous les pays émergents jusqu'à présent, y compris avec des moyens coercitifs, mais dans le cadre d'États forts. Le combat n'est quand même pas perdu d'avance. Il y a en effet des prises de conscience de l'urgence démographique qui se multiplient. En 2012, à Londres, la fondation Bill et Melinda Gates a relancé les efforts en faveur de la planification familiale à hauteur de 8 milliards de dollars sur un plan de 8 ans. C'est considérable. Et au fond, cette lutte contre la fécondité pourrait prendre le relais de la lutte contre le sida, qui doit continuer certainement, mais bon, le combat est presque gagné. C'est maintenant la lutte pour la baisse de la fécondité qui va décider en grande partie de l'avenir du continent africain. Et on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que l'ampleur de ces financements internationaux, qui dépassent de très très loin l'aide publique, c'est que l'ampleur de ces financements conduise les responsables africains à reconnaître la légitimité d'un devoir d'ingérence démographique. J'ai vu assez peu de recommandations dans les conférences que j'ai écoutées. J'en fais une. Cette recommandation, c'est de réfléchir à la mise en œuvre d'un devoir d'ingérence démographique, de la même façon qu'il y a un devoir d'ingérence humanitaire. Mais celui-ci est beaucoup plus important, car le devoir d'ingérence humanitaire soigne les maux des conflits. Le devoir d'ingérence démographique travaillerait à prévenir les conflits. Il y a donc là un enjeu dont j'estime qu'il est tout à fait majeur pour non seulement l'Afrique, mais pour l'ensemble du monde, car on ne peut plus traiter des questions de l'Afrique sans avoir une vision beaucoup plus globalisante. La mobilisation de tous en faveur de l'accélération de la transition démographique est la priorité absolue. Ma conclusion, c'est que l'Afrique n'a pas d'autre alternative qu'entre le préservatif ou la Kalachnikov. Mais vous remarquerez que j'assortis cette phrase un peu provocante peut-être, je l'assortis d'un point d'interrogation, et je termine sur ce point d'interrogation qui nous rappelle que l'avenir n'est jamais totalement écrit d'avance. Je vous remercie.